Le poste frontière de Wagah est surnommé le mur de Berlin de l'Asie. C'est le seul point de passage entre deux pays qui se haïssent, l'Inde et le Pakistan. Ici, tous les soirs, les militaires des deux camps se livrent à un simulacre de guerre. Une parade martiale en grand uniforme. Les gestes sont menaçants, agressifs, mais dans une ambiance euphorique. Comme si c'était une rencontre sportive entre les deux frères ennemis. Mais ce jour-là, les 2000 spectateurs sont loin de se douter de ce qui va se passer au même endroit, quelques heures plus tard. Il est minuit, la scène est digne d'un roman d'espionnage. L'homme au milieu avec une moustache imposante et un œil au beurre noir est un pilote de l'IAF, l'armée de l'air indienne. 2 jours plus tôt, son avion de chasse, un MiG-21, a été abattu par l'aviation pakistanaise. Ils ont filmé toute la scène. Le combat aérien, le pilote indien qui a le temps de s'éjecter avant que son avion ne s'écrase, jusqu'à sa capture. Manque de chance pour lui, il est tombé du mauvais côté de la frontière. Humiliation suprême, le pilote indien est rendu à son pays. Et les images sont diffusées en direct à la télévision pakistanaise. Entre ces deux nations qui possèdent la bombe atomique, les tensions n'ont jamais cessé depuis 1947, depuis plus de 70 ans. Coincé entre l'Inde à l'est, l'Iran à l'ouest et l'Afghanistan et la Chine au nord, le Pakistan occupe une position stratégique. Il a longtemps servi de ligne de front aux Américains, contre le bloc soviétique d'abord. Le pays des purs, comme on l'appelle, ne cesse de s'entre-déchirer avec son frère ennemi indien sur la question du Cachemire, chacun revendiquant la souveraineté sur cette région. Mais leur combat s'est également déplacé plus au nord, dans la zone la plus hostile qui soit, l'Himalaya, pour en posséder son bien le plus précieux. Juste derrière la ligne de crête, c'est l'Inde. Le glacier du Siachen, la plus grande réserve d'eau douce qui soit. 70% de la population indienne et pakistanaise en dépendent. Alors à 6000 mètres d'altitude a lieu une drôle de guerre. Le froid glacial tuant plus que les armes. 1000 soldats pakistanais et 3000 militaires indiens se font face. Vous êtes ici dans notre base secrète. Le Pakistan est un pays plein de contradictions. La première république islamique de l'histoire aspire au changement, à la modernité. Mais il reste un bastion de l'islamisme radical. Une partie de la population reste fidèle, un islam rétrograde, prônant une charia très stricte et soutenant le terrorisme. Un jour, je dis pas dans 1 an ou 2, mais un jour viendra, si Dieu le veut, où le Pakistan régnera sur les États-Unis. Et sur la France aussi ? Bien sûr. Éviter que les enfants tombent entre les mains de dangereux extrémistes, c'est justement le combat d'une Française. Valérie Rahn monte des écoles dans des endroits improbables. Bonjour tout le monde, que la paix soit avec vous. La moitié des enfants est déscolarisée ici. La Française est persuadée que seule l'éducation pourra sauver les jeunes générations. J'espère que ces enfants puissent avoir un avenir, une profession et ne pas être exploités. Dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants à 95% musulmans, où la misère est omniprésente, une minorité essaye de survivre, tant bien que mal. Les chrétiens du Pakistan, ils sont plus de 2 millions, et pour eux, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. La foule a mis le feu à notre maison. Ils ont brûlé tout ce que nous possédions. Guerre de l'eau sur le toit du monde, pays tiraillé entre l'envie de changement et la tentation extrémiste. Voyage dans le Pakistan interdit. Allahu Akbar.
Depuis la partition des deux pays en 1947, l'Inde et le Pakistan refusent de céder un pouce de terrain. Et ils se disputent même cet endroit désertique. La zone est interdite aux civils. Il nous a fallu des mois et des mois de négociations pour obtenir l'autorisation de nous rendre sur le champ de bataille, le plus haut du monde. Le commandant Asif fait partie des Fearless, les sans peur. Ce sont les pilotes d'hélicoptères les plus réputés au monde. Ils sont capables de monter à plus de 7000 mètres d'altitude pour voler au secours des alpinistes en difficulté dans l'Himalaya. Mais une fois par jour, Asif a une autre mission bien plus importante à ses yeux. Il doit monter ravitailler les soldats pakistanais. Les conditions de vol sont très compliquées ici, surtout à cette époque en hiver. La neige est toute fraîche, elle s'envole au moindre coup de vent. Ça peut créer un nuage blanc comme du coton autour de l'hélico. On ne sait plus où est l'horizon. On perd tous ses repères. Le gouvernement pakistanais consacrerait 80 millions de dollars par an pour entretenir cette guerre sur le toit du monde. L'Inde, au moins le double. Pourquoi dépenser autant d'argent? La réponse se trouve sous nos pieds. Regardez, c'est le fleuve Indus. L'Indus fournit 90% de l'eau potable au Pakistan, mais également l'électricité. Et il est bien sûr essentiel pour l'agriculture. Si l'Inde, le pays ennemi, parvenait à couper les vannes, il mettrait un pays entier à genoux. C'est pour cette raison que 1000 militaires pakistanais sont positionnés tout là-haut, depuis plus de 30 ans. Le glacier, il est là. C'est ici qu'il commence, à 4400 mètres. Le Siachen est l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Il est presque aussi grand que la ville de New York. Au beau jour, au moment de la fonte des neiges, c'est le Siachen qui alimente en eau potable tout le Pakistan et une bonne partie de l'Inde. Voilà pourquoi cet endroit est stratégique pour les deux pays. Vous pouvez apercevoir la piste au milieu du glacier et les traces laissées par les soldats qui mènent jusqu'au camp. Quand les Nations Unies ont défini la frontière entre l'Inde et le Pakistan il y a 70 ans, ce no man's land leur semblait sans intérêt, trop inhospitalier. Les représentants de l'ONU ont donc décidé que ce glacier n'appartiendrait à personne. Depuis, les deux pays en revendiquent la propriété. Point d'orgue de ce conflit, la guerre de Kargil en 1999. L'hiver, l'armée indienne avait pour habitude de quitter ses postes avancés les plus hauts. Cette année-là, les Pakistanais en profitent pour s'emparer de leur base. Piqué au vif, l'Inde va carrément envoyer 200 000 soldats pour les reprendre une à une. Cela leur prendra 3 mois et coûtera la vie à 1 millier de soldats. Depuis, on assiste à une guerre de position. L'Inde posséderait une quarantaine de postes avancés. À votre droite, il y a la base. Le Pakistan, une petite douzaine. Jusqu'à aujourd'hui, aucune caméra n'avait eu le droit de venir filmer cette base ultra secrète. Je vais vous déposer ici. Surtout, vous attendez que je redécolle. Restez bien assis sur vos sacs et ne vous relevez pas. C'est compris ? Pour un officier pakistanais, commander ici n'est pas une punition, mais un très grand honneur. Le maître des lieux s'appelle le capitaine Sher. Il a sous ses ordres 200 à 300 hommes. Capitaine, où sommes-nous exactement? Ici, c'est notre quartier général secret du glacier du Siachen, The name of this place is quelque part dans la coulée de Kunduz. sector headquarters for Siachen sector.
Et juste derrière nous, il y a le passage qui mène à la frontière avec l'Inde. Environ 15 km à pied d'ici. L'officier de presse qui nous accompagne intervient. Écoutez, pas ce genre d'informations. Pas d'interview ici. C'est interdit. Interdiction absolue d'interviewer les militaires. Et surtout, interdiction de nous écarter de la colonne. Car ici, le danger est partout. Autour de nous, des crevasses qui font 200 mètres, 300 mètres. Si on quitte le sentier, c'est une chute vertigineuse. Pour survivre dans ces conditions extrêmes, le capitaine Cher et ses soldats doivent monter par paliers, s'habituer un mois entier avant de venir prendre leur garde. À 6000 mètres d'altitude, le moindre geste demande un effort surhumain. L'oxygène excessivement rare. Il faut faire chaque pas tout doucement. La température est de moins 10 degrés. C'est presque la canicule pour ces soldats habitués à des moins 40, moins 50 degrés. Le quartier général est en vue. Et en réalité, quelques civils seulement sont autorisés à monter ici. Les muletiers. Ils apportent le fioul, la seule source d'énergie à cette altitude. Comment vous appelez? Reza. Plaza? Ils sont payés au jerrycan de 50 litres. Un âne peut en transporter 2 par voyage. Vous n'avez pas froid habillé comme ça? Non, c'est bon. Les muletiers arrivent à grimper par tous les temps. Et surtout, leur salaire coûte beaucoup moins cher qu'une heure de vol en hélico. Le quartier général a été installé tout en haut de la montagne. Et pour cause. Ici, tout le monde se souvient du drame survenu en 2012. Cette nuit-là, une énorme avalanche surprend dans leur sommeil les 138 militaires pakistanais en poste, dans ce qui était l'ancienne base logistique. Le quartier général devient leur tombeau enseveli sous 20 mètres de glace et de pierre. Il faudra 1 an et demi de recherche pour retrouver tous les corps et pouvoir les enterrer dignement. Depuis, les bases sont mieux exposées, mais plus difficiles d'accès. On dirait un refuge pour bergers. Et c'est pourtant bien un camp militaire. Le confort est spartiate, mais le capitaine Cher et ses hommes ne sont pas du genre à se plaindre. Alors c'est ici que vous vivez? Oui, on est arrivé il y a 1 mois et demi. Et combien de temps on peut survivre ici? C'est une question d'habitude. Ici, c'est chez nous. Et vous patrouillez combien de fois? Non, 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 s'il vous plaît. Je vous ai dit pas d'interview. Hors caméra, nous apprendrons que les soldats sont relevés tous les 2 mois pour leur éviter de sombrer dans la folie. Vu de l'extérieur, c'est une guerre qui peut paraître totalement absurde. Passer son temps à surveiller un ennemi qui se trouve juste de l'autre côté de ces montagnes, mais souvent invisible. Et pour cela, il faut s'entraîner tous les jours. Marcher dans la neige épaisse des heures et des heures. Il faut entretenir ses réflexes, en prévision de la grande attaque, qui ne viendra peut-être jamais. Position. On target fire. Depuis 1984, le conflit a fait 8000 victimes parmi les militaires pakistanais. Allahu Akbar. Mais les 3/4 ne sont pas tombés sous les balles. Ils sont tout simplement morts de froid.
La haute montagne est un adversaire encore plus terrible que les soldats de l'armée indienne. Si en haute altitude, les deux frères ennemis se regardent en chiens de faïence, plus bas dans la vallée, les tensions depuis un an font des victimes tous les jours. Il y a encore peu, la vallée de Neeloom était l'un des endroits les plus touristiques du Pakistan. Un petit paradis sur terre. Mais aujourd'hui, plus personne n'est en sécurité sur cette route. Le minibus était là. Il empruntait tranquillement cette route. Et 2 soldats indiens étaient postés là-haut. Ils n'ont pas hésité à tirer sur le minibus avec un lance-roquette. C'était des civils. 7 hommes ont perdu la vie. À gauche de la rivière, nous sommes au Pakistan. Mais à droite, c'est l'Inde. 350 000 soldats indiens sont disposés le long de cette frontière. C'est de ce poste qu'ils ont tiré? Oui, depuis cette base. Le minibus était sur cette route et les soldats ont tiré depuis l'autre rive. Hassan n'est pas chauffeur de taxi, c'est le commandant militaire de toute la région de Neeloom. Pour des raisons de sécurité, il se déplace en civil, incognito. Regardez tout là-haut en face, on peut apercevoir 2 bunkers. Pour essayer d'empêcher des attentats commis sur son territoire par des groupes terroristes qui viendraient du Pakistan, l'Inde a en plus dressé une double barrière de fils barbelés, haute de 3 mètres. Équipée de projecteurs, de caméras thermiques et de détecteurs de mouvement. Un mur infranchissable de 550 km de long, en orange sur cette photo. La nuit, il est visible depuis l'espace. La line of control remonte jusqu'au pied d'un autre mur, l'Himalaya et le glacier du Siachen. L'ONU a décrété un cessez-le-feu sur toute la zone, mais aucun camp ne le respecte. Il est violé en permanence. Le colonel Hassan nous amène justement dans un village qui dépend de sa juridiction. Il reste encore des blessés ici parmi vous? Non, tout le monde est parti. Vous pouvez nous montrer les dégâts? La veille, Neeloom a été bombardé par l'armée indienne. Pour preuve, les ruines de cette maison encore fumantes. Les habitants tentent de réconforter le malheureux propriétaire, qui venait à peine de finir de la faire construire, pour fêter son départ à la retraite. Un obus indien est tombé. Nous étions en train de dormir la nuit. Il était 21h. L'obus a touché la partie supérieure de la maison et elle a brûlé instantanément. Nous nous étions réfugiés au sous-sol. Nous avons tout juste eu le temps de nous enfuir. On n'a même pas eu le temps de mettre nos chaussures. Les villageois suspectent les Indiens d'avoir employé une bombe au phosphore, une arme pourtant interdite depuis 40 ans. Comme à chaque bombardement, l'ONU ouvrira une enquête pour vérifier si c'est vrai. Dieu merci, les enfants sont sains et saufs. Un peu plus loin, le colonel Hassan nous emmène voir une famille qui l'a échappé belle. Regardez là-haut les éclats. À l'étage, il ne reste plus rien. À 2 mètres près, l'obus tombait en plein sur le lit où la famille dormait. Le colonel Hassan ne comprend pas pourquoi les civils sont visés ainsi. Il n'y a aucune installation militaire ici. Je ne comprends pas pourquoi ils ont tiré sur cet endroit. Ce n'est pas un objectif stratégique. C'est la 2e fois en 2 mois que cette maison est prise pour cible. Voici la photo de cette femme qui a été blessée. La mère a été touchée à l'œil. Son fils âgé de 4 ans a reçu des éclats d'obus. Il gardera cette cicatrice à vie. N'aie pas peur, mon petit. Depuis quelque temps,
Les bombardements sont pratiquement quotidiens ici. Un tiers des habitants a fini par se résoudre à quitter la région, mais il reste des irréductibles, prêts à rester ici coûte que coûte. Pourquoi est-ce qu'on partirait d'ici? Nos pères et nos grands-pères étaient là avant nous. C'est notre terre depuis 500 ans. Voilà pourquoi nous devons rester ici, c'est chez nous. Nous ne pouvons pas quitter notre région. La menace d'une guerre entre l'Inde et le Pakistan n'a jamais été aussi forte. Un conflit qui coûte cher et qui freine de façon considérable le développement du pays. Pour s'en rendre compte, direction Islamabad, la capitale, un peu plus au sud. Voici l'image que le gouvernement pakistanais essaye désormais de donner. Un pays qui s'occidentalise, se modernise, à l'image de son immense centre commercial, le Centaurus. Marbre au sol, boutique à la mode. Pour un peu, on se croirait presque à Dubaï. En apparence, le Pakistan est en train de changer. Sauf pour des gens comme Shahzad, 25 ans. Il officie comme agent d'entretien dans le centre commercial. 9 heures par jour, 6 jours sur 7. Au Pakistan, les cleaners font partie de ces professions considérées comme tout en bas de l'échelle sociale, comme les égoutiers, les éboueurs ou les domestiques. C'est ce que je fais toute la journée. De 8 h du matin à 17 h le soir. Et en quoi est-ce un travail difficile? Les horaires sont très longs. Je fais toujours la même chose. Et je suis payé 80 € par mois. Et pourquoi vous ne cherchez pas un autre travail? Parce que je n'ai pas vraiment le choix. Les autres boulots auxquels j'ai droit ne seraient pas mieux. Shahzad est condamné à faire ça toute sa vie en raison de son appartenance religieuse. Il est chrétien, considéré comme impur aux yeux de certains musulmans. Une forme de ségrégation existe encore au Pakistan. Les 2,5 millions de chrétiens n'ont pas accès aux mêmes emplois, pas les mêmes droits, et ils sont parfois victimes de persécutions. Tout le monde ici se souvient de l'affaire Asia Bibi. Cette chrétienne a été condamnée à mort en 2010 pour blasphème. Son crime, avoir bu de l'eau dans un puits réservé aux musulmans. Son acquittement et sa libération après avoir passé 8 ans dans le couloir de la mort avaient provoqué une vague de protestations et de haine dans tout le Pakistan. Aujourd'hui encore, cette loi sur le blasphème, c'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Shahzad et des autres chrétiens. Alors par précaution, ils font souvent profil bas. Shahzad accepte tout de même de nous emmener chez lui. C'est à 5 minutes de son travail. Tous les jours, il passe devant ces grandes villas ultra sécurisées qu'il ne pourra jamais s'offrir. Il habite juste au bout de la rue. À French Colony, le quartier où se trouvait l'ancienne ambassade de France. C'est devenu le bidonville le plus pauvre de la capitale. Un petit kilomètre carré dans lequel s'entassent 8000 personnes, en grande majorité des chrétiens. Les chrétiens ne peuvent pas s'élever socialement. Les postes dans l'administration nous sont interdits. Quant aux emplois bien payés, on a beau postuler, on n'a aucune chance d'être engagé. Et encore, Shahzad s'estime plutôt chanceux dans son malheur. Tu étais où, papa? J'étais au travail. Il est propriétaire de son logement. Son père a acheté cette petite maison il y a longtemps et à sa mort, il l'a donnée à ses 2 fils. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Shahzad partage cette pièce unique avec sa femme Sonia, leur fille Soumaya, 3 ans,
et leur fils Ayaan, né il y a quelques mois. En tant que chrétiens, Sonia et Shahzad n'ont aucun espoir que les choses changent un jour. La grosse différence avec les musulmans, c'est qu'ils sont éduqués. Ils ont donc la chance de pouvoir s'en sortir. Quand on vous laisse dans la misère, comme nous les chrétiens, vous n'avez pas les moyens d'envoyer vos enfants à l'école. Sans éducation, à quoi vous pouvez prétendre à part des métiers mal payés que personne ne veut faire? Si Sonia et Shahzad n'ont jamais subi de persécution religieuse, ce n'est pas le cas de leur voisine. Malala a vécu ce que tous les chrétiens redoutent ici, un mob, une expédition punitive excitée par des fanatiques religieux. Le cousin de Malala a gagné aux cartes contre des musulmans. Ils l'ont alors accusé d'avoir brûlé le Coran. Les musulmans criaient partout. Ils essayaient de rameuter du monde pour faire une procession dans le village. Avec mon mari, on s'est dit qu'il fallait partir immédiatement. Les musulmans ont mis le feu à notre maison. Ils ont brûlé tout ce qui nous appartenait. Ils sont même allés à l'église et ils ont tiré des coups de feu sur l'institution pour jeunes filles qui était collée à l'église. Le prêtre a dû intervenir en personne pour éviter un massacre. C'était il y a 15 ans. Malala est venue se réfugier à Islamabad et French Colony. Aujourd'hui, elle survit grâce à ses talents de couturière. Et elle a même pardonné à ses agresseurs. Nous ne sommes pas pauvres, ni dans le besoin, parce que nous sommes des chrétiens. C'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Beaucoup de musulmans aussi sont pauvres, et aussi supportent bien des difficultés. La seule sortie que les chrétiens s'autorisent ici a lieu le dimanche, jour de repos pour Shahzad. Ils partent assister à la messe. Sonia est catholique, mais Shahzad est protestant. Alors ils alternent entre l'église et le temple. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Mon Dieu, bénis-nous. Épargne-nous de la maladie, des épidémies. Apporte la prospérité sur nous. Garde notre foi intacte. Amen. Tant que la loi sur le blasphème ne sera pas abolie, les chrétiens du Pakistan ne seront pas sereins. Car ils restent sous la menace des fanatiques religieux, toujours aussi actifs. Pas très loin de French Colony, nous avons justement rendez-vous avec l'un des chefs religieux les plus influents ici. Il appelle depuis toujours au djihad, à la guerre sainte et à l'instauration d'un régime islamiste, à la Taliban. Il dirige cette école coranique dans le centre d'Islamabad. On estime que 10% de la population pakistanaise, soit 20 millions de personnes, seraient sensibles à ces prêches enflammés. Le voici, il s'appelle Abdulaziz Ghazi. Et ce n'est pas un inconnu pour les Français. Le terroriste Mohamed Merah, celui que l'on a surnommé le tueur au scooter. En 2012, il avait assassiné froidement 7 personnes à Toulouse et Montauban, dont 3 enfants dans une école, parce qu'ils étaient juifs. Quelques mois avant ces crimes, Mohamed Merah était venu rendre visite à Abdulaziz Ghazi, au Pakistan. Oui, je l'ai peut-être rencontré, je ne me souviens pas. Vous savez, il y a tellement de jeunes qui viennent me voir pour me demander des conseils. Et au lieu de condamner ces meurtres, s'il a tué au nom de l'islam, alors il mérite le titre de martyr. Des propos extrêmement choquants tenus il y a 8 ans. Aujourd'hui, son discours n'a pas changé. Venez avec moi. Le sulfureux Mollah nous emmène dans ce qu'il appelle sa bibliothèque. Un mur entier de livres exclusivement religieux et à l'entrée une pancarte qui donne le ton.
L'islam nous apprend que cette vie sur terre n'est pas notre demeure. La vraie vie commence après la mort. Et c'est pour ça que le djihad est une bonne chose. Il combat les oppresseurs, la tyrannie. Le djihad n'a rien contre les victimes innocentes. Et même, il les défend. Mais c'est comme un médecin qui opère. Parfois, pour soigner, il est obligé de couper certaines parties du corps. Abdulaziz Ghazi continue à faire ouvertement l'apologie du terrorisme et de la violence, comme à ses plus belles heures. Quand il contrôlait l'Al-Masjid, la mosquée rouge, une mosquée ultra-radicale, la plus extrémiste dans tout le pays. Dans ses prêches, il prône la révolte. Comment peut-il y avoir la paix quand un Pakistanais ne peut même pas posséder un petit lopin de terre? En 2007, ses partisans prennent les armes et commencent à semer la terreur dans toute la capitale. On est au bord de l'insurrection. Pour l'armée qui contrôle le pays, c'en est trop. Les militaires encerclent la mosquée rouge et décident de déloger Abdulaziz Ghazi et ses disciples. Abdulaziz Ghazi va pourtant réussir à en réchapper. Il est arrêté par la police alors qu'il tente de prendre la fuite, déguisé en femme. Ce qui lui vaudra le sobriquet de Mollah Burqa. Il aurait dû finir sa vie en prison, mais les autorités préfèrent le libérer. Le pouvoir en place aurait négocié avec lui une trêve des attentats dans la capitale. Le jour de sa sortie, des centaines de partisans en liesse sont là pour l'acclamer. Si Dieu le veut, nous continuerons le combat pour imposer la charia. Jusqu'à mon dernier souffle, je n'aurai de cesse d'imposer un vrai régime islamique dans ce pays. Et nous connaîtrons enfin la paix. Depuis, Abdulaziz Ghazi est assigné à résidence. Mais il est libre de former de jeunes étudiants dans son immense école coranique. Ici, il n'y a que quelques élèves. Notre grande madrasa est là-bas, de l'autre côté. Il consent à nous montrer une toute petite partie de ses installations. Dans cette pièce, une quinzaine d'enfants apprend le Coran par cœur et une interprétation très stricte de la charia. Ce jour-là, faveur suprême, celui que tout le monde ici surnomme le guide, mène la prière en personne, à l'aide de son micro doré. Malgré un petit problème de sono. Il prétend avoir 3000 garçons sous son aile et tout un bâtiment réservé aux filles. Tout ceci fait partie de la madrasa également. Et en dessous aussi, il y a le sous-sol. Ceci est le deuxième étage et en dessous, il y a une mosquée. C'est réservé aux filles. De là jusqu'au bout là-bas. En ce moment, nous avons 1600 filles. Le Mollah n'a aucun mal à recruter des élèves. Dans ce pays qui compte plus de 20 millions d'enfants analphabètes, parce que les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école, une madrasa qui propose d'apprendre à lire, à écrire et qui nourrit les enfants gratuitement, c'est perçu comme une chance. C'est l'un de nos garde-manger. Nous nous faisons livrer en légumes frais tous les 3 jours. Abdul Sattar, ouvrez le dépôt s'il vous plaît. Quand on lui demande comment il parvient à payer tout cela, Abdulaziz Ghazi répond que l'argent tombe du ciel. Il refuse de nous donner précisément ses sources de financement. Mais tout ça, c'est rien. Maintenant, j'aimerais bien ouvrir une madrasa en France. Où ça? En France. Une provocation? Une de plus? Peut-être pas. Avant de nous laisser partir, Abdulaziz Ghazi nous fait part de son projet. Imaginez, 1% des musulmans sur Terre.
Seulement 1%. Cela fait 15 millions de personnes. 15 millions de personnes qui jureraient fidélité et obéissance totale. Une armée qui accepterait de se faire exploser là où on leur demanderait. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Syrie, l'Algérie. Ils pourraient très vite prendre le pouvoir dans les 57 pays musulmans. Contrôler le monde ensuite ne serait pas bien difficile. Car les Occidentaux n'auront jamais des soldats du même calibre et aussi motivés qu'une armée de croyants musulmans. Au bout d'une heure, le sourire aux lèvres, Abdulaziz Ghazi met fin à notre visite. Pourquoi des mollahs aussi dangereux peuvent-ils opérer le plus tranquillement du monde alors que le pouvoir politique en place dit vouloir combattre l'islamisme radical? La réponse se trouve dans les faubourgs d'Islamabad, là où le mollah recrute des disciples à tour de bras. Ces grandes cheminées qui crachent leur fumée noire à longueur de journée, ce sont des fours à briques. Il y en a des centaines et des centaines autour de la capitale. On y fabrique des briques comme au Moyen-Âge. Pauvreté, enfants déscolarisés, c'est l'un des terrains de chasse préférés des islamistes. Comment tu t'appelles, mon garçon? Shahid. Et combien de briques fais-tu en une journée? 2000. Et quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Moi, je m'appelle Tarek. Et tu as quel âge? 5 ans. Leur plus petit frère est encore trop jeune pour travailler 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Mais il sait ce qui l'attend. Comme ses enfants qui jouent juste à côté. À quoi vous jouez, les enfants? À faire des briques. Ali est un réfugié afghan. Il est justement payé à la brique, 1 roupie pakistanaise par brique. Ali, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Je travaille dans des briqueteries depuis que je suis enfant. Combien vous arrivez à gagner par jour? En travaillant à 4, environ 10 €. La pauvreté, c'est le fléau numéro 1 au Pakistan. 40% de la population vit avec moins de 23 € par mois et par personne. Envoyer leurs enfants à l'école publique laïque, cela coûte de l'argent. Il faut payer l'école, les livres, l'uniforme. Alors quand un mollah intégriste propose d'instruire gratuitement vos enfants, de leur donner une chance de s'en sortir, pour des parents, il est très difficile de refuser une telle offre. C'est justement pour éviter à des familles entières de tomber dans le piège du radicalisme qu'une Française se bat. Elle s'appelle Valérie Rane. Elle vit au Pakistan depuis plus de 20 ans. Ok, alors cet après-midi, à Sif, nous irons d'abord au bidonville. Après, j'ai rendez-vous à l'école Machal. Entendu, madame. Vous êtes complètement intégré, vous parlez la langue? Oui, la langue, c'est un outil important pour l'intégration, c'est clair. Oui. Alors je la parle malheureusement imparfaitement, car je n'ai pas eu le temps de l'apprendre de manière académique. Valérie s'est installée ici pour les beaux yeux d'un Pakistanais, avec qui elle a eu 4 enfants. Mais elle est surtout tombée amoureuse du pays. C'est pour ça qu'elle se bat contre les traditions archaïques. Il y a quelques années, elle s'est fait connaître en défendant la cause des femmes brûlées à l'acide. Des crimes qui restaient jusque-là impunis. Ces actes barbares sont désormais passibles de 14 ans de prison. Mais aujourd'hui, Valérie a un nouveau combat à mener. Et c'est en partie ici qu'il se passe. Dans les bidonvilles d'Islamabad. 100 000 personnes y vivent, 10% de la population de la capitale. Les enfants sont presque tous analphabètes. Ils viennent près des villes pour avoir des opportunités économiques autres
Et souvent, c'est la grande désillusion, il n'y a pas de logement approprié, c'est très cher. Les enfants travaillent, il n'y a pas d'école, pas d'eau potable forcément disponible, donc on essaie de les aider à mettre tout cela en place. À travers son ONG, Valérie monte des petites écoles pour apprendre à lire et à écrire dans les bidonvilles. Bonjour tout le monde, que la paix soit avec vous. Des enfants qui, pour la plupart, n'avaient jamais tenu un stylo de leur vie. Les enfants, quel est le nom de la forme qui a 4 côtés égaux comme ceci? Un carré, madame. Quand ils arrivent ici, même à 7 ou 8 ans, ils n'ont bien souvent même pas le niveau de la première année de maternelle chez nous. Comme ils n'ont jamais été scolarisés, on commence à les familiariser avec des concepts, des comportements, ce qu'on appelle des savoir-être, des savoir-faire et des savoirs, et de faire que ces enfants puissent avoir un avenir, une profession et ne pas être exploités. La tâche est immense. Au Pakistan, sur les 50 millions d'enfants, la moitié ne va pas à l'école. Ce soir, Valérie s'offre un petit moment de répit chez elle, en famille. À l'occasion de l'anniversaire de Camille, sa petite dernière. 1, 2, 3. Oui, to you, happy birthday to. Valérie se sait privilégiée. Son mari est issu d'une grande famille pachtou. Et même si les inégalités restent très grandes au Pakistan, tous deux ont vu les choses évoluer en 20 ans. L'avenir du Pakistan, à l'heure actuelle, à mon sens, il est dans une phase cruciale parce que c'est une transition historique. Je pense que les 5 à 10 années à venir vont être déterminantes pour le pays. Je pense qu'il y a une prise de conscience accrue des autorités, mais aussi de la population, des citoyens. C'est juste que ça prend du temps. Valérie sait de quoi elle parle. Demain, elle a un rendez-vous de la plus haute importance. L'aboutissement d'un très long combat. La ville de Mardan se trouve à 1h30 à peine de l'endroit où se cachait Ben Laden. C'est ici que commencent les zones tribales. Il y a encore peu, la loi du gouvernement d'Islamabad n'avait aucune prise ici. Dans les régions tribales, c'était la jirga, l'assemblée des anciens, qui rendait la justice. Alors ici, on reste très opposé aux réformes. D'ailleurs, ce matin, la ville de Mardan est comme en état d'alerte. Le gouverneur vient inaugurer le tout premier tribunal pour enfants dans la région. Pourquoi il y a autant de monde aux larmes? Parce que les zones tribales qui avaient leur système informel, tribaux pour la justice, sont en train d'être réformés et on installe des tribunaux formels. Et tout le monde n'est pas d'accord, il y a des grosses menaces sécuritaires. Assalamu alaikum. Dans cette partie du Pakistan, les droits des mineurs ne sont presque jamais respectés. Les enfants peuvent être battus à mort, mariés de force, abusés sexuellement. Et les coupables ne sont presque jamais poursuivis parce que cela apporterait le déshonneur. Alors ce tribunal spécialisé, dirigé par une femme en plus, c'est une vraie révolution. C'est la 2e femme juge de la province. Voilà, donc on promeut les droits de la femme aussi. C'est le plus grand jour de ma carrière. Parce que dans la grande majorité, les dossiers ne sont pas jugés. Les parents s'arrangent financièrement avant, ils trouvent un compromis avec l'accusé. Souvent sous la pression de la société et des anciens. Mais maintenant, les choses vont changer. Il n'y aura plus de passe-droit pour tous ceux qui s'en prennent aux enfants. Encore faut-il que les enfants osent porter plainte. Bonjour, comment t'appelles-tu? Shélani. Shélani, moi c'est Valérie. Valérie a invité les enfants d'un orphelinat pour leur présenter les installations. Et faire savoir que dans ce tribunal, tout a été fait pour avoir des procès justes et équitables. Les petites victimes de la province de Khyber portent au droit pourront suivre les débats et témoigner en toute sécurité depuis cette pièce. Les accusés, eux, seront dans la salle d'audience à côté. Ainsi, les bourreaux ne croiseront jamais leurs victimes. Quelque chose d'impensable ici.
Khyber Pakhtunkhwa, qui est souvent présentée comme une province très dangereuse, où les gens sont très conservateurs, où rien ne change, prouve le contraire. Voilà. Donc ça va révolutionner le fait le principe, le système de justice pour l'enfance. Et à mon sens, c'est ce qui contribue justement directement à promouvoir la stabilité, la cohésion sociale et la sécurité. Depuis notre tournage, 3 nouveaux tribunaux pour enfants ont été inaugurés. La démocratie progresse au Pakistan, notamment sous la pression des jeunes et leur soif de liberté. Pour preuve, un peu partout les universités s'ouvrent, à l'image de celle de Quetta dans le Balouchistan, la région frontalière avec l'Afghanistan. C'est la zone la plus pauvre de tout le Pakistan. Le poids des traditions ici est encore plus fort qu'ailleurs. Et pourtant, c'est ici qu'on trouve l'université la plus moderne. Le BUITEMS forme les futures élites du pays. Plus de 10 000 étudiants fréquentent la faculté. Les ingénieurs en mécanique, mettez-vous en ligne. Prêts? Partez! Ce jour-là, les étudiants s'affrontent au cours d'épreuves sportives. Les examens sont terminés. L'ambiance est à la détente. Le directeur de l'université nous accueille. Très fier, il nous emmène voir la dernière installation sortie de terre, un incubateur pour start-up. Ces 4 petits génies, par exemple, ont réussi à créer en quelques semaines un carburant 2 fois moins polluant que le gasoil. On a mis au point un biocarburant en recyclant l'huile de friture usagée. Ça fonctionne dans n'importe quelle voiture diesel et sans modifier le moteur. Et en plus, c'est moins cher que le diesel. Ils sont déjà en négociation avec des investisseurs. Une société anglaise est prête à mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros pour développer leur projet. Les jeunes Pakistanais se sentent pousser des ailes, Sarah et Myriam encore plus. Elles ont lancé leur commerce de livraison de repas il y a 1 an. Elles ont fait partie des premières femmes chefs d'entreprise à Quetta. Le stéréotype depuis toujours ici, c'est que les femmes ne peuvent pas travailler. Qu'une femme doit s'occuper de son foyer et qu'elle ne doit pas en sortir pour exercer un métier. On espère que les jeunes étudiantes vont petit à petit réussir à casser cette idée reçue qu'on nous rabâche avec insistance depuis toute petite. Que pour une femme, il n'est pas convenable de travailler. Alors on est un peu des pionnières. On assiste à une forme de résilience. Maintenant, les femmes se battent pour leurs droits. Imaginez, il y a encore 10 ans, les femmes qui faisaient des hautes études au Balouchistan se comptaient en dizaines. Aujourd'hui, elles représentent 20% des effectifs du BUITEMS. Certaines sont voilées, d'autres s'affichent tête nue, maquillées. Le Pakistan dans toutes ses contradictions. C'est seulement sur le campus ou en ville, c'est pareil. Il y a des quartiers dans Quetta où je peux circuler sans voile. Personne ne va me faire de remarques, m'arrêter et me forcer à mettre mon hijab. Je suis libre de faire ce que je veux, mais pas dans tous les quartiers. Dans très peu d'endroits. Pas beaucoup, oui. Et ailleurs, vous devez porter le voile. Je dois juste me couvrir les cheveux. Je n'ai pas à être entièrement voilée. On ne nous oblige pas, normalement. Les mentalités changent, mais pas aussi vite que ces jeunes le voudraient. Dans cette région, 1 fille sur 4 seulement est scolarisée. Avant de quitter le Pakistan, l'armée nous a réservé une dernière surprise. Le Balouchistan est la plus instable des provinces, le théâtre régulier d'insurrections et d'attentats menés par les islamistes ou les séparatistes. Pour nous montrer que désormais tout est sous contrôle, les militaires ont organisé une petite opération communication. Le colonel Khurram, le chef tout-puissant de la zone, ne se déplace qu'en voiture blindée et sous bonne escorte. Mais malgré le danger, il sort distribuer des bonbons et des jouets
pour essayer de se faire bien voir par la population. Ça fait partie de votre job? Non, c'est le job. Direction maintenant le poste frontière de Shaman. Regardez, on arrive. On va vous montrer la zone de transit. C'est l'ancienne route de la soie, le plus important point de passage entre le Pakistan et l'Afghanistan. L'équivalent de 2,5 milliards de dollars de marchandises transite chaque année par ici. 25 000 à 32 000 personnes traversent la frontière à pied tous les jours. Quant aux camions, c'est entre 800 et 2000 par jour. Si vous voulez bien me suivre. Les caméras n'ont pas le droit de venir filmer ici. Mais aujourd'hui, les militaires font une petite exception. Les autorités pakistanaises ont toujours été accusées de jouer double jeu avec les talibans, de les laisser traverser la frontière comme bon leur semble pour trouver refuge ici. Aujourd'hui, l'armée surveillerait tout le monde, systématiquement. Pour faciliter le commerce, les camions forment une seule ligne. Les douaniers vérifient que tous les papiers sont en règle et ensuite tout le monde passe à la fouille. Côté afghan, en revanche, on entre comme dans un moulin. Aucun contrôle. Les gens vont et viennent. Les Afghans n'ont mis en place aucun système de surveillance. Vous pouvez le voir, les gens traversent la frontière comme ils veulent. Le gouvernement d'Islamabad tente de s'attirer les bonnes grâces de la communauté internationale, par tous les moyens. Les Pakistanais sont même en train d'ériger une frontière physique avec l'Afghanistan, surveillée 24 heures sur 24. Alors après avoir joué les remparts contre les soviétiques dans les années 80, contre les talibans afghans ensuite, voilà que le Pakistan monnaie un nouveau rôle, être la ligne de front contre le djihadisme international.